Ma copine a posté, ne laisse pas ton petit ami t'empêcher de trouver ton mari. J'ai juste commenté, bonne chance pour le trouver. Ensuite, j'ai changé mon statut en célibataire et j'ai tagué toute sa famille. Sa publication a disparu en quelques minutes. Ma copine a posté la chose la plus stupide que j'ai jamais lue, et ça a fait exploser nos vies. Je n'exagère pas. Tout a commencé mardi dernier. J'étais en pause déjeuner, en train de scroller sur mon téléphone, quand je suis tombé sur la publication de ma copine, Jenna. C'était une de ces images génériques avec une citation, inspirante, posée sur un coucher de soleil. Mais ce qui m'a frappé, c'était le texte. Ne laisse pas ton petit ami t'empêcher de trouver ton mari. Je suis resté figé. Après 4 ans ensemble, vivant dans un appartement qui m'appartenait déjà avant même qu'elle n'emménage dans cette ville, c'est ça qu'elle poste pour que tout le monde le voie. Sans réfléchir, j'ai juste commenté, bonne chance pour le trouver. Ensuite, j'ai changé mon statut de relation en célibataire, et j'ai pris soin de taguer sa mère, son père et sa sœur dans la publication. Quelques minutes plus tard, son post avait disparu. Mais mon téléphone, lui, a commencé à exploser. D'abord ces messages, une avalanche de points d'interrogation, suivi d'un « Qu'est-ce que tu as fait ?», puis « Retire ça tout de suite ». J'ai ignoré. Ensuite, sa sœur Chloé m'a écrit « Marc, qu'est-ce qu'il se passe ?» Jenna est hystérique. Je lui ai envoyé une capture de l'écran de Jenna. Sa seule réponse a été « Ah ». Sa mère m'a appelé 2 fois, mais j'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Pas besoin d'entendre ses cris. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai essayé de me remettre au travail, mais la colère me tordait l'estomac comme un nœud glacé. Je savais qu'en rentrant, ce serait l'enfer, et je n'avais pas tort. Dès que j'ai passé la porte de l'appartement, elle était là, debout au milieu du salon, les bras croisés, le visage rouge et gonflé d'avoir pleuré, mais maintenant figé dans une expression de pure rage. « Tu m'as humilié », a-t-elle sifflé. « C'est toi qui t'es humiliée toute seule », ai-je répondu en balançant mes clés dans le bol près de la porte. Je suis allé chercher une bouteille d'eau dans la cuisine. Pas question d'avoir cette discussion déshydratée. Ce n'était qu'une phrase, ça ne voulait rien dire. A-t-elle crié en me suivant. Tout le monde poste ce genre de choses. Non, Jenna, pas tout le monde. Pas quand tu es censé être dans une relation sérieuse. Qu'est-ce que tu voulais que je pense ? Que tu cherchais déjà mon remplaçant pendant que je payais notre loyer. C'est tellement injuste, tu sais que je ne suis pas comme ça. J'ai ri, mais ce n'était pas un rire agréable. Ton poste dit le contraire. Tu as annoncé au monde entier que je n'étais qu'un bouche-trou, un obstacle temporaire. Eh bien, obstacle supprimé. De rien. Elle s'est remise à pleurer, mais cette fois c'était de rage et de frustration. Donc voilà, 4 ans, et tu jettes tout ça pour une publication idiote ? Et en plus, tu as tagué ma famille ? Ma mère est en train de péter les plombs. Parfait. Peut-être qu'elle pourra t'aider à faire tes valises, ai-je rétorqué en retournant au salon pour m'affaler sur le canapé. Je veux que tu sois parti d'ici à la fin du mois. Son attitude a changé instantanément. Plus de larmes. Un sourire confiant, presque cruel, a traversé son visage. Non. J'ai levé les yeux de la télé. Comment ça, non ? Je ne partirai pas. J'habite ici, je reçois mon courrier ici, mon nom est sur le bail. Tu ne peux pas juste m'expulser, Marc. Ça ne marche pas comme ça. J'ai des droits de locataire. Elle était fière d'avoir ce petit argument juridique. Elle croyait m'avoir eu, qu'elle pouvait rester ici à mes frais jusqu'à décider de son prochain pas, probablement pendant qu'elle auditionnait déjà des candidats pour le rôle de mari. L'idée qu'elle ramène un autre type dans MON appartement, qu'elle dorme dans MON lit que je payais, pendant que je serais coincé là, quelque chose a craqué dans ma tête. On verra ça, ai-je lancé d'une voix glaciale. Elle a haussé les épaules, est allée s'enfermer dans la chambre et a claqué la porte. Moi, je suis resté longtemps sur le canapé, la télé en bruit de fond, à réfléchir. Ce n'était plus une rupture. C'était la guerre. Les jours suivants ont été un enfer. Un instant, elle jouait la petite copine parfaite, qu'est-ce que tu veux pour dîner ? L'instant d'après, elle se transformait en monstre, mettant la musique à fond jusqu'à 2 heures du matin en pleine semaine. Elle a commencé à ramener des amis constamment, bruyants, insupportables, laissant des déchets que je finissais toujours par nettoyer. Un soir,
je suis rentré et j'ai trouvé l'un de ses potes, un certain Todd, affalé sur mon canapé, buvant ma bière, les pieds posés sur ma table basse. Rien que sa tête me donnait envie de le cogner. J'ai regardé Jenna, puis lui, et j'ai juste dit. Vire-le. Jenna a levé les yeux au ciel. Marc, ne sois pas désagréable. C'est Todd, on se détend juste. Je m'en fiche si c'est le pape. Sors-le de mon appartement, maintenant. La dispute qui a suivi a été épique. Elle a fini par hurler qu'elle pouvait recevoir qui elle voulait, parce que l'appartement était aussi le sien. Ça, c'était sa grosse erreur. Le lendemain matin, j'ai envoyé un email à mon propriétaire, Monsieur Henderson, un vieux grincheux qui possède l'immeuble depuis 40 ans et qui déteste le drame plus que tout. J'ai écrit. Objet, question sur le bail, AP4B. Bonjour Monsieur Henderson, j'espère que vous allez bien. J'ai une question rapide au sujet de notre contrat de location. Ma colocataire Jenna et moi avons mis fin à notre relation personnelle. Elle a commencé à recevoir des visites à toute heure, provoquant beaucoup de bruit et, il me semble, enfreignant la clause de tranquillité prévue pour moi et possiblement pour les autres locataires. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser la politique concernant les invités qui passent la nuit et les excès de bruit, conformément à notre contrat signé? J'ai joint une copie pour votre référence. J'ai joint le PDF du contrat que j'avais déjà relu 3 fois. 1 heure plus tard, j'avais une réponse. On ne pouvait pas nier que Monsieur Henderson était efficace. Son email était direct. Marc, voyez la section 7, clause C de votre contrat. Les invités des locataires ne peuvent pas rester plus de 3 nuits consécutives sur une période de 30 jours sans consentement écrit préalable du propriétaire. Les locataires sont responsables du comportement de leurs invités. Toute activité perturbant la paix et la tranquillité des autres résidents, à la seule discrétion du propriétaire, constitue une violation directe du contrat. Ceci est votre seul avertissement. Toute plainte supplémentaire de votre part ou d'autres locataires concernant le bruit ou des invités non autorisés de longue durée entraînera une notification formelle de mise en demeure ou de résiliation, émise à l'égard des 2 locataires. Cette notification donnera 3 jours pour corriger la violation, c'est-à-dire que l'invité doit partir définitivement ou quitter le logement. Cordialement, Henderson, gestion de l'immeuble. J'ai immédiatement sauvegardé ce mail en PDF. Le soir même, Jenna a encore ramené Todd. Il faisait un vacarme pas possible dans le salon, mort de rire devant une émission de télé-réalité insupportable. Je suis sorti de ma chambre, téléphone en main. Jenna, il doit partir, ai-je dit calmement. On en a déjà parlé. Je ne vais pas. Je l'ai coupé net. Il doit sortir maintenant ou nous serons tous les 2 expulsés. Je lui ai montré l'email de Monsieur Henderson sur mon écran. J'ai observé son visage en train de lire. La couleur s'est évanouie, son arrogance a disparu, remplacée par une lueur de panique. Tu es allé voir le propriétaire? A-t-elle soufflé, horrifiée. Tu as dit que l'appartement était aussi le tien, ai-je répliqué en imitant son ton de l'autre soir. Ça veut dire que tu es aussi responsable du respect des règles. Il sort dans les 5 minutes, où j'appelle Henderson tout de suite pour signaler une violation du bail. À toi de choisir. Todd, qui suivait la discussion comme un match de tennis, est soudain devenu très mal à l'aise. Il a bondi du canapé, a attrapé sa veste. Mec, relax, j'allais partir de toute façon. Il s'est pratiquement enfui. Jenna m'a fixé, bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau, incapable de répondre. Je venais de lui enlever son nouveau jouet préféré. Elle est partie s'enfermer dans la chambre et, pour la première fois depuis 1 semaine, j'ai eu une nuit silencieuse. C'était une petite victoire, mais c'était un début. La menace d'expulsion planait désormais, et elle savait que je ne plaisantais plus. Elle avait un compte à rebours, qu'elle le veuille ou non. Avec cette menace au-dessus de la tête, sa stratégie a changé. Elle ne pouvait plus utiliser l'appartement comme arme. Alors, elle a décidé de s'en prendre à nos biens. Le samedi suivant, alors que je faisais mes courses, elle m'a envoyé un long message plein de détours. C'était une liste. Une liste de tout ce qu'elle prétendait lui appartenir dans l'appartement. Elle réclamait la télé OLED 65 pouces du salon, mon PC gamer monté sur mesure, le système audio hi-fi et même la coûteuse machine à expresso de la cuisine. Elle a conclu son message par « Ce sont des choses que j'ai reçues en cadeau et des choses qu'on a achetées ensemble, donc je vais les prendre quand je partirai. »
On peut être adulte et se partager ça équitablement. J'ai lu ça, debout dans le rayon céréales du supermarché, et j'ai failli éclater de rire. Le PC, je l'avais assemblé pièce par pièce, moi-même, pendant des mois. La machine à expresso, c'était un cadeau d'anniversaire que je m'étais offert. Elle avait contribué exactement $0 à tout ça. Ce n'était pas une question d'équité, c'était du chantage. Elle essayait de me saigner financièrement en partant. Je n'ai pas répondu. J'ai terminé mes courses, suis rentré à l'appartement et j'ai tout rangé. Elle est restée enfermée dans la chambre à m'ignorer volontairement. Moi, je suis allé dans mon bureau et j'ai fouillé mes archives numériques. 1 heure plus tard, j'avais tout retrouvé. Le reçu digital de Best Buy pour la télé, à mon nom, avec mon numéro de carte, daté du 17 octobre 2023. La série de factures de Newegg et Amazon pour chaque composant de mon PC, de la carte mère à la carte graphique. Le reçu de Williams-Sonoma pour la machine à expresso. J'ai tout sauvegardé dans un dossier unique sur mon bureau, intitulé « Preuve ». Puis je suis remonté loin dans l'historique de nos messages. Et là, j'ai retrouvé une conversation du lendemain du jour où j'avais installé la télé au mur. C'était une photo d'elle souriant sur le canapé, avec la nouvelle télé en arrière-plan. Son message en dessous, envoyé à 20h14 le 18 octobre 2023. La soirée film en rouge est bien meilleure sur ta télé toute neuve. Merci de me laisser en profiter. J'ai fait une capture d'écran de cette conversation. C'était rassurant. Comme empiler des munitions. Mon pote Dave m'a appelé pendant que je triais les fichiers. Alors, la vie dans la zone de guerre ? A-t-il demandé. J'essaie de devenir tactique, ai-je répondu. Je lui ai expliqué son dernier coup, sa liste de revendications. J'y crois pas, a-t-il dit. Elle veut vraiment ton PC ? Elle sait seulement l'allumer. Peu importe, ai-je soupiré. C'est juste pour m'atteindre. Mais j'ai une idée. T'es occupé ce soir ? Et tu as de la place dans ton garage ? 1 heure plus tard, Dave est arrivé avec son pick-up. Jenna était sortie avec des amis, et je le savais grâce à son habitude agaçante de poster chaque mouvement sur Instagram. On a travaillé vite, on a décroché la télé avec précaution, l'avons remballée dans des couvertures. On a débranché tout mon setup PC, tour, écran, clavier, tout et chargé le tout dans la benne du pick-up. On a pris les enceintes hi-fi, le caisson de basse et la machine à expresso. En 30 minutes, tous les objets de valeur de sa liste avaient disparu de l'appartement. Le salon paraissait désolé, vide, avec un énorme trou sur le mur. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai ouvert mon dossier, preuve, et j'ai rédigé un email à Jenna. J'y ai joint chaque reçu et la capture d'écran de sa conversation. Objet, à propos de ta liste. Jenna, j'ai reçu ton message. Il semble que tu sois dans l'erreur concernant la propriété de plusieurs objets de l'appartement. Comme tu peux le voir dans les documents ci-joints, tous les articles que tu as listés ont été achetés exclusivement par moi. Ce ne sont ni des cadeaux, ni des achats communs. Afin d'éviter toute confusion lors de ton départ, j'ai déplacé ces objets dans un lieu sûr, en dehors de l'appartement. Ils seront restitués une fois que tu auras totalement libéré le logement et rendu ta clé. Marc. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Puis je lui ai juste écrit un texto, « Regarde ton email ». La réponse a été quasi immédiate. Mon téléphone a sonné. C'était elle. J'ai laissé filer sur messagerie. Il a ressonné. J'ai rejeté l'appel. Ensuite, une avalanche de messages, un chaos frénétique, bourré de fautes de frappe, sous l'effet de la rage. Où est ma télé ? Tu n'as pas le droit. J'appelle la police. J'ai répondu une seule fois. Ces affaires ne sont pas à toi, Jenna. La police sera très intéressée par les reçus que j'ai en main. Les mêmes que je viens de t'envoyer par mail. Silence radio. Plus aucun message. Je savais qu'elle n'avait plus aucun coup à jouer. J'avais les preuves, et j'avais les biens. Elle ne pouvait plus rien utiliser comme monnaie d'échange. Je me suis assis dans mon salon désormais vidé, pour la première fois depuis une semaine, j'ai respiré. Le silence était merveilleux. Perdre la bataille de l'appartement et des possessions a provoqué un véritable effondrement chez Jenna. Sans plus aucune carte dans sa manche, elle a dégainé sa dernière arme, ses mots. Puisqu'elle ne pouvait pas garder mes affaires, elle allait tenter de détruire ma réputation. Ça a commencé doucement.
Quelques amis communs se sont mis à agir bizarrement. Des messages restaient sans réponse. J'ai même reçu des invitations à notre soirée jeu hebdomadaire, sous la forme d'un texto sec de l'hôte. Mec, je crois qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas pour l'instant. C'est trop tendu. Je savais que ça venait d'elle. Dave me l'a confirmé. Il m'a appelé un après-midi, la voix basse et pleine de colère. Mec, tu dois voir ça. Jenna a créé un groupe de discussion. Il y a nos 10 potes dedans, sa sœur et un cousin. Elle s'y lâche à fond. Il m'a ajouté à un chat séparé et m'a transféré les captures. Mon estomac s'est retourné en les lisant. Jenna avait publié des extraits soigneusement découpés de vieilles discussions par message, ne gardant que MES réponses, sorties de leur contexte. Un message où j'avais écrit « Je ne veux plus discuter de ça ce soir » était présenté comme une preuve que je la faisais taire de manière abusive. Un autre, où j'écrivais « Tu ne peux pas dépenser autant sans m'en parler », qui concernait un voyage hors de prix qu'elle avait tenté de réserver avec notre carte commune, était présenté comme du contrôle financier. Elle avait ajouté un long paragraphe. Je sais que vous adorez tous Marc, mais vous ne savez pas comment il était derrière les portes closes. Voici juste un petit aperçu de la façon dont il contrôlait tout et m'épuisait émotionnellement. J'ai eu de la chance de m'en sortir à temps. Je suis désolé de vous exposer ça, mais je pense que vous méritez tous de connaître la vérité sur qui il est vraiment. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. Elle jouait la victime à la perfection. Et, à en juger par les commentaires, certains y croyaient vraiment. Des messages de soutien affluaient. Je suis désolé, Jenna, on ne se doutait pas. Courage, tu es forte. Un os est formé dans mon estomac. C'étaient des personnes que je connaissais depuis des années, que je considérais comme des amis. Et maintenant, elles se retournaient contre moi, juste à cause de quelques messages tronqués, totalement sortis de leur contexte. L'ancien moi aurait été anéanti. Mais le nouveau moi, forgé dans le feu des dernières semaines, est resté froid. Je n'ai rien répondu dans le groupe. C'était exactement ce qu'elle voulait, une dispute publique, bruyante et chaotique, où je passerais pour le type sur la défensive et furieux, confirmant pile son récit. Je n'allais pas lui donner ce plaisir. À la place, j'ai pensé à une personne de sa famille qui m'avait toujours semblé raisonnable, son père, Alan. Nous n'avions jamais été proches, mais nous nous étions toujours entendus correctement. C'était un homme calme, sérieux, qui valorisait l'honnêteté et détestait le drame, tout le contraire de la mère de Jenna, qui encourageait ses caprices. J'ai passé le reste de l'après-midi à rassembler mes propres preuves. J'ai fouillé des années de messages. J'ai retrouvé les conversations complètes, sans coupure, correspondant à chaque capture qu'elle avait publiée. Je les ai mises côte à côte avec ses versions tronquées, en surlignant ce qu'elle avait oublié d'inclure. Dans la discussion soi-disant sur le « contrôle financier », par exemple, son message complet montrait ensuite qu'elle s'excusait. « Tu as raison. J'aurais dû te demander avant. C'était stupide de ma part. » Quant au supposé « traitement silencieux », les échanges complets montraient qu'elle m'avait hurlé dessus pendant 3 heures, parce que j'avais dû travailler tard et manquer un dîner avec ses amis. Mon message envoyé à 1h du matin, disant que je ne voulais plus discuter, venait simplement d'un épuisement total. Mais j'avais aussi une arme secrète. Quelques nuits plus tôt, en plein scandale au sujet de la télé, j'avais discrètement lancé un enregistrement sur mon téléphone posé sur le plan de travail de la cuisine. Dans notre état, l'enregistrement avec le consentement d'une seule partie est légal, et je pressentais que ça pourrait servir. Dans cet enregistrement, elle n'avait rien d'une victime. Elle hurlait, m'insultait, me menaçait, disant qu'elle allait me détruire pour l'avoir humiliée. Le contraste entre la fragile victime qu'elle jouait dans le groupe et la harpie hystérique captée par l'audio était sidérant. J'ai tout compilé dans un email bien structuré, les comparaisons côte à côte des conversations, et le fichier audio renommé jenaverbalabus.mp3. Puis j'ai rédigé. Objet, une situation difficile concernant Jenna. Cher Alan. Je vous écris dans des circonstances extrêmement compliquées et je suis désolé de vous mêler à cela. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour vous durant mon temps avec Jenna. Elle a récemment créé un groupe avec nos amis communs, où elle partage des messages manipulés et sortis de leur contexte pour me présenter comme un partenaire contrôlant et abusif. Ce sont des accusations graves et mensongères, capables de détruire ma réputation personnelle et professionnelle. Je ne vous contacterai pas si ce n'était que du drame de rupture, mais là, cela relève clairement de la diffamation.
Vous trouverez en pièces jointes les captures de ces montages, confrontés aux conversations intégrales, prouvant la manipulation. J'y joins également un court fichier audio d'une de nos récentes conversations à l'appartement. C'est désagréable, mais cela reflète fidèlement le comportement auquel j'ai dû faire face. Ce n'est pas le comportement d'une victime. Je ne vous demande pas de prendre parti, seulement de voir la vérité. J'espère que vous pourrez parler à votre fille et la convaincre de mettre fin à cette campagne de mensonges avant qu'elle ne cause des dommages irréversibles à elle-même comme aux autres. Sincèrement. Marc. J'ai relu l'email. Professionnel, respectueux et implacable. Je l'ai envoyé à 18h05. 2 heures plus tard, toujours rien. Puis mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. Ici Alan. J'ai tout vu. Je règle ça. Je suis désolé, Marc. 20 minutes plus tard, le groupe a explosé. Jenna a posté. Mon père est en train de m'appeler. Qu'est-ce que tu as fait, espèce de psychopathe? Puis le message a disparu, sûrement supprimé. Une amie du groupe, restée de mon côté, m'a envoyé en privé. Mec, Jenna a perdu les pédales. Sa sœur Chloé a écrit dans le groupe. S'il vous plaît, laissez tomber. Et c'était fini. Je n'ai jamais su ce qu'Alan lui avait dit, et je n'ai pas besoin de savoir. La campagne de diffamation est morte sur le champ. Le lendemain, 2 amis qui s'étaient éloignés m'ont présenté des excuses maladroites. J'ai accepté, même si je savais que plus rien ne serait comme avant. Jenna était morte socialement pour moi. 3 jours plus tard, je suis rentré du travail et j'ai trouvé toutes ses affaires disparues. Sa clé était posée sur le comptoir de la cuisine, avec un mot qui disait simplement « Je te hais ». C'était la plus belle chose que j'ai jamais lue. Ma vie est redevenue normale, ou plutôt une nouvelle version d'elle. J'ai récupéré ma télé et mon PC chez Dave, j'ai réaménagé le salon comme je l'avais toujours voulu, et j'ai savouré le silence et la paix. Les mois ont passé. J'ai eu quelques rendez-vous, je me suis concentré sur le travail et j'ai resserré mes liens avec les amis qui étaient restés loyaux. Je pensais rarement à Jenna, sauf quand un souvenir de ses frasques me provoquait un haut le cœur. Jusqu'au jour, 6 mois après la rupture, où le drame est revenu frapper à ma porte. Dave m'a envoyé une capture Instagram. Une publication de Jenna. Elle exhibait une bague de fiançailles énorme et tape à accent grave l'œil. À son côté, un type qui m'était douloureusement familier. C'était Todd, le mec que j'avais foutu dehors de MON appartement des mois plus tôt. La légende? Typiquement Jenna. J'ai dit oui. Parfois, il faut laisser le garçon derrière soi pour trouver l'homme de ses rêves. J'ai hâte de commencer mon pour toujours aux côtés de mon roi. J'ai roulé des yeux si fort que j'ai failli me faire mal. Pathétique. Mais aussi un soulagement, elle était désormais le problème de quelqu'un d'autre. Son post a été suivi d'un déluge de stories sur les préparatifs du mariage. Tout allait beaucoup trop vite. Elle annonçait une grande fête de fiançailles aux Deux Groves, un restaurant chic et salle d'événements huppée du centre-ville. Elle s'assurait de taguer l'endroit dans chaque publication, exhibant menus, compositions florales et cocktails personnalisés. Un véritable spectacle sur les réseaux pour montrer au monde entier qu'elle avait gagné la rupture. Mais quelque chose sonnait faux. C'était désespéré, forcé. Je savais que Todd avait un boulot sans avenir dans la vente et qu'il partageait un appart miteux avec 2 colocataires. Pas moyen qu'il finance une réception aux Deux Groves, encore moins une bague aussi énorme que celle qu'elle montrait. Et Jenna, elle, croulait sous les dettes, vivant de paix en paix. Alors, qui payait vraiment tout ça? Par curiosité, j'ai fait des recherches. Le Deux Groves avait une équipe d'événements accessible au public, et j'avais déjà travaillé avec l'une des responsables, Maria, lors d'une fête d'entreprise il y a quelques années. J'avais encore son email. Sur leur site, j'ai trouvé le PDF des politiques d'événements. En le feuilletant, une section a attiré mon attention, la politique de paiement. Très stricte. Dépôt non remboursable de 50% pour bloquer la date. Le reste dû en totalité 14 jours ouvrables avant l'événement. Tout solde additionnel, comme l'open bar, devait être réglé avant la fin de la soirée. Le Deux Groves se réservait le droit d'annuler tout événement dont le paiement final n'était pas reçu à temps. Je me suis souvenu du chaos lors de notre fête d'entreprise, quand Maria avait exigé le chèque final 2 semaines à l'avance. Elle ne plaisantait pas. La fête de fiançailles de Jenna était prévue un samedi,
3 semaines plus tard. Je doutais fort qu'elle ait lu les petites lignes. Une semaine avant l'événement, une idée a germé dans mon esprit. Terrible, mesquine, mais diaboliquement belle. Une tentation trop forte pour l'ignorer. En 5 minutes, je me suis créé un email anonyme. Le soir de la fête, les premières photos ont commencé à apparaître sur les réseaux. Jenna en robe blanche, Todd dans un costume mal taillé, tous deux affichant des sourires crispés. Les invités arrivaient, tout semblait rouler. À 19h30, 30 minutes après l'heure officielle du début, j'ai ouvert mon email anonyme et rédigé un message à Maria, la responsable événement du De Grove. Objet, petit avertissement amical concernant votre soirée du samedi, Jenna et Todd. Madame Garcia. Juste un ancien client qui voulait partager une info potentiellement utile. La future mariée, Jenna, a un historique documenté d'instabilité financière, comptant toujours sur ses partenaires pour payer ses dépenses. Je voulais juste m'assurer que le solde final de ce soir a bien été réglé. Elle parle beaucoup, mais ne tient pas toujours parole. Pour contexte, voici une capture d'écran d'un post public qu'elle avait elle-même partagé sur ses réseaux, juste avant d'abandonner un ancien compagnon. J'avais joint la fameuse image à coucher de soleil, avec sa phrase idiote. Ne laisse pas ton petit ami t'empêcher de trouver ton mari. J'ai cliqué sur « Envoyer », fermé mon ordinateur et lancé un film. La graine était plantée. Restait à voir si elle germerait. Je n'ai pas attendu longtemps. 1h30 plus tard, mon téléphone a vibré. C'était Dave, hilar, incapable de parler tant il riait. Un collègue à lui était présent à la fête comme +1, et il donnait les nouvelles en temps réel. D'après Dave, Maria avait reçu mon email. Inquiète, elle avait discrètement demandé à Todd de confirmer le paiement final. Todd, confus, avait répondu qu'il croyait que le père de Jenna avait tout payé en cadeau. Maria a alors pris Jenna à parée, en plein milieu de la fête, lui a demandé le solde restant de plus de $5000. Acculée, Jenna a avoué qu'elle pensait que Todd avait réglé. Et c'est là que tout a explosé dans la salle chic du De Grove. Todd et Jenna se sont mis à se disputer à voix basse mais furieuse. Puis Todd a confronté Alan, son père, qui a confirmé n'avoir donné qu'un simple chèque de quelques milliers de dollars en contribution, certainement pas pour couvrir la totalité. Il avait supposé, correctement, que 2 adultes fiancés seraient capables de financer leur propre fête. La dispute a enflé. Todd, réalisant qu'il avait été dupé par Jenna, qui s'attendait à ce qu'il sorte de l'argent de nulle part, a perdu son calme. Les voix se sont élevées. Les invités ont commencé à fixer la scène. La responsable, voyant le désastre et la facture impayée, a été catégorique, vous payez maintenant ou la fête est terminée. Le bar a été fermé et la cuisine a reçu l'ordre d'arrêter d'envoyer les plats. L'humiliation publique était totale. Près du vestiaire, Todd et Jenna ont eu une dernière dispute explosive. On raconte qu'il l'a traitée de menteuse, de manipulatrice et d'arriviste. Puis il lui a jeté la petite boîte de l'anneau, pas la bague elle-même, seulement la boîte avant de quitter le restaurant, la laissant seule, en robe blanche, devant sa famille et tous leurs amis. La fête de fiançailles s'est officiellement terminée là. Les invités sont sortis, gênés, dans la nuit. À l'autre bout du fil, Dave éclatait de rire. Il l'a littéralement planté au beau milieu de la soirée de fiançailles. Ça ne s'invente pas. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le silence de mon appartement, la lumière bleue de la télé illuminant la pièce. Mon téléphone a encore vibré, un message de Dave. J'ai entendu dire que la fête a été un désastre. Le fiancé l'a largué. J'ai souri. Un vrai sourire, sincère. J'ai tapé ma réponse. On dirait qu'elle cherche encore son mari. Puis j'ai ouvert son contact, appuyé sur bloquer et supprimer définitivement la conversation. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, finalement, Jenna a eu exactement ce qu'elle méritait, abandonnée en pleine soirée de fiançailles, en robe blanche, sous les yeux de toute sa famille et de ses amis. Son « mari de rêve » s'est transformé en cauchemar avant même la lune de miel. Peut-être que la prochaine fois, elle prendra le temps de lire le contrat, ou au moins la note du traiteur.